Et ils sont là, les experts, autour de Wendy Bouchard sur Europe 1. Absolument, plaisir d'accueillir Emmanuel Dutheil pour l'économie, Alexandre Carra et la politique, l'Europe à la une avec Alex Taylor et l'innovation, Nicolas Caro. Bonjour messieurs. Bonjour Wendy. Alors, la question qui se pose ce matin, Emmanuel Dutheil, on va commencer par l'économie, eh bien, c'est de savoir pourquoi les chiffres du chômage tombent le 24 décembre. Aujourd'hui, c'est quand même pas le cadeau dont on rêve le plus, et le gouvernement y compris. En effet, alors on va quand même le dire clairement, personne du côté de la DARES, qui est la division du ministère du Travail qui publie ces chiffres, n'a été, assez sadique pour le faire volontairement. C'est juste le résultat de l'application des règles en vigueur. Alors, quelles sont ces règles ? Vous allez voir, c'est quand même assez compliqué. Les demandeurs d'emploi doivent tous les mois s'actualiser auprès de Pôle emploi, c'est-à-dire qu'ils doivent dire s'ils sont ou non encore au chômage. Jusque-là, c'est très simple, mais c'est à partir de ce moment-là que ça commence à se corser. Pourquoi ? Eh bien parce que les demandeurs d'emploi ne s'actualisent pas quand ils le veulent. Ils peuvent le faire seulement à partir du lendemain de l'antépénultième jour ouvré du mois. C'est comme ça que la règle est rédigée. On fait toujours simple. Alors là, je vois que tout le monde est en train de froncer les sourcils. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 7h15, c'est dur. Voilà. Eh bien, antépénultième, ça veut dire qu'ils peuvent le faire à partir de l'avant-dernier jour ouvré du mois. C'est tout de suite plus clair. Après, ils ont 12 jours toujours ouvrés pour le faire, c'est-à-dire sans les week-ends. Une fois que c'est fait, Pôle emploi a besoin d'une durée incompressible pour traiter toutes ces données. Et du coup, cette année, on tombe sur le 24 décembre. Seule petite concession quand même, ça va se faire à midi et pas à 18h comme d'habitude, puisqu'on le reconnaît du côté de la DARES. Eux aussi, ils ont envie de fêter Noël. Bon, donc on sait que c'est calculé à l'avance, ça veut dire qu'on peut savoir à quelle date ça tombera l'an prochain. Énorme révélation qu'on va faire ce matin sur Europe 1. Ce sera l'année prochaine, le lundi 26 décembre à 18h. Notez-le dans vos agendas. En plus, il va y avoir une petite nouveauté d'ici là. On va enlever la règle des 12 jours ouvrés à partir de l'antépénultième. Ce sera maintenant jusqu'au 15 de chaque mois pour les chômeurs, pour dire s'ils sont encore ou pas au chômage. Ce qui est intéressant, c'est que chaque mois, on scrute avec beaucoup d'intérêt tous ces chiffres du chômage, alors que la plupart des spécialistes disent que ce sont les chiffres de l'INSEE qui sont publiés tous les trimestres, qui sont plus fiables et plus représentatifs de la tendance. Mais bon, aujourd'hui encore, on va regarder, puisque je vous rappelle que François Hollande a conditionné sa possible candidature à une inversion de la courbe du chômage que l'on attend toujours. Absolument, merci à cette coquetterie du calendrier pour rappeler qu'il y a plus de 3,5 millions de chômeurs et 5 millions sans travail à temps plein. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Et à quelque chose qui secoue un peu l'Italie, peut-être un peu plus anecdotique, on doit bien le révéler, Alex Taylor, mais quand même, vous nous révélez quelque chose de terrible. Ça veut dire que c'est bientôt fini la pizza napolitaine ? Oui, basta pizza. Et moi, comme vous l'avez dit, dans l'un des fiefs de la pizza, San Vitaliano, à 15 km au nord de Naples, le maire vient de décréter la fin des pizzas chauffées au feu de bois. D'après les études de cette mairie, la commune a enregistré cette année 114 jours où le niveau de la pollution de l'air est au-dessus du seuil acceptable, comparé à 86 jours, par exemple à Milan, ou 59 seulement dans Naples même, principal responsable. La commune a évidemment beaucoup moins de voitures, les fours traditionnels. Il faut savoir que le chauffage au bois produit beaucoup de particules inférieures à 10 micromètres qui pénètrent si facilement dans l'appareil respiratoire. Les fameuses particules fines. Oui, Anne Hidalgo avait voulu interdire les feux de cheminée à Paris. Et Ségolène était revenu sur cette décision. 22 pays européens excèdent les normes européennes en la matière. La France, la Pologne et l'Italie justement en tête. Seule solution pour les pizzerias sur place, installer un filtre extrêmement coûteux ou chauffer leur pizza autrement. Non, mais là, on tue un peu l'âme de la pizza quand même. Il y a un intérêt de chauffer la pizza au feu de bois. Et évidemment, j'y suis plongé là-dedans depuis 3h30 ce matin. Alors, les très hautes températures atteintes donc très vite dans ces fours génèrent des courants qui font que la pâte est cuite de façon uniforme, ce qui donne quelque chose d'indéfinissable dans le côté croustillant que vous affectionnez tant, Wendy. Oui. En tout cas, la presse sur place est outrée. Je cite, la différence entre une pizza chauffée au bois et une autre, c'est celle entre un vulgaire morceau de pain assaisonné d'ignominie et l'immortalité. Bref, en 2 mots, c'est le fossé entre il paradiso et l'inferno. Ma che storia, merci Alex Taylor. Écoutez, il faut aller à Rome alors pour manger de la bonne pizza, on attendra. Peut-être rester sur place ici parce qu'on fait de très bonnes à Paris. Merci Alex. Alexandre Carra, alors ce matin on va reparler de la décision de François Hollande d'inscrire la déchéance de nationalité dans la réforme constitutionnelle. Ça fait à la une de quasiment tous les journaux avec une presse assez sévère. Il y a surtout au cœur de tout cela la claque subie par Christiane Taubira. La garde des Sceaux a-t-elle envisagé ne serait-ce qu'une seconde de démissionner ? Parce qu'aujourd'hui, non, Wendy, pas une seconde. Christiane Taubira s'est piégée toute seule en annonçant par avance une décision qui n'était pas tranchée par l'Élysée puisque la décision a été prise mardi soir. Mais
Christiane Taubira, il faut le dire, face au désaveu qu'elle a subi déjà à de nombreuses reprises, sait faire preuve d'une certaine souplesse et surtout, elle attend le remaniement. Ça veut dire qu'il est prévu, il aura bien lieu ce remaniement ? Oui, Wendy, ça va être pour la deuxième quinzaine de janvier, pour ne pas parasiter la séquence de vœux présidentielle. Et puis, de toute façon, François Hollande doit désigner au plus tard, fin janvier, le nouveau président du Conseil constitutionnel. Et comme le prétendant se nomme Laurent Fabius, enfin si le président ne change pas d'avis, il faudra de toute façon ajuster le gouvernement. On a déjà un nom, il y a d'autres changements prévus, un peu sentis ? On en a parlé il y a quelques instants. Bien sûr, Christiane Taubira qui devrait être exfiltrée vers un autre ministère, possiblement celui de la culture. Il y a Hubert Védrine qui est évoqué pour le Quai d'Orsay, donc pour remplacer Laurent Fabius. Il y a Jean-Yves Le Drian, on le sait maintenant, qui ne devrait pas quitter la Défense, notamment parce qu'il est l'artisan d'un très gros contrat Rafale avec les Émirats Arabes Unis, donc ça sera un peu compliqué de le changer maintenant. Et puis il y a l'entrée des Verts qui est envisagée également, sans que l'on sache si ce sont les dissidents ou les légitimistes qui seront choisis. En tout cas, Emmanuelle Cos, la patronne des Verts, a été approchée. Et puis, il y a cette volonté portée tout à la fois par l'Élysée et par Matignon de donner du galon au soldat Macron. Le ministre de l'économie pourrait voir son périmètre encore élargi et récupérer l'ensemble de Bercy. Alors la décision n'est pas prise aujourd'hui, elle n'est pas actée, mais en tout cas c'est une réflexion qui est en cours à l'Élysée comme à Matignon. Question subsidiaire, est-il possible que Christiane Taubira reste à la justice ? Non, a priori, elle devrait de toute façon passer au ministère de la Culture. C'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux lors des précédents remaniements. Et là, je vois mal comment elle pourrait rester pour la fin du quinquennat. Alors, c'est difficile de se débarrasser de Christiane Taubira quelque part. Mais pourquoi est-ce qu'elle a un poids à ce point-là indispensable dans l'équilibre des forces ? C'est surtout la dernière ministre représentante d'une certaine gauche au gouvernement. Elle veut la culture Elle veut la culture. Oui. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est passionné de culture, Christiane Taubira. Et je pense que peut-être qu'elle y trouvera plus son plaisir, en tout cas pour les derniers mois, qu'au ministère de la Justice, où c'est un peu compliqué en ce moment. Plongée dans la poésie et très bonne oratrice, on peut pas lui enlever ça. Merci beaucoup. L'innovation maintenant. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Le bond dans le futur de la matinée, Nicolas Caro, vous nous proposez, et cela va plaire à chacun et à nos auditeurs, je l'espère, une idée de vacances pour le moins originale et surtout innovante. Des vacances non pas en bord de mer, Wendy, mais sous la mer, à 8,5 mètres de profondeur pour être exact. C'est un projet américain nommé Planet Ocean Underwater Hotel. Comme vous êtes bilingue, surtout Alex, vous avez compris, il s'agit d'un hôtel, un vrai hôtel. Moi je suis pas bilingue, mais sous la mer donc cet hôtel. C'est un rêve, c'est un projet où cela peut exister vraiment demain pour nous accueillir. En tout cas, les brevets de construction viennent d'être approuvés par les autorités américaines, c'est très sérieux. Pour le construire, il en coûtera à Tony Webb, son concepteur, 18 millions de dollars. Pour l'instant, l'idée, c'est de l'installer dans les eaux de Floride, à Key West, et ensuite, si ça marche, à Hawaï et aux Bahamas. Les tarifs n'ont pas été communiqués pour l'instant, mais la note risque d'être plutôt salée. Il n'y a que 12 chambres. La mer salée, c'est bien. Évidemment, vous bénéficierez d'une vue panoramique, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il y a même un room service et une connexion Internet. Très bien, je vous suis, il existe cet hôtel, on y va comment ? On plonge avec un sac à dos Non, vous restez au sec. Un ascenseur est intégré à la structure. L'hôtel, lui, ressemble un peu à une grosse araignée de mer. Il n'est pas construit directement au sol et pour cause, il doit pouvoir se déplacer en cas de tempête ou de courant trop fort. Il est équipé d'un moteur et l'hôtel entier peut bouger pour chercher un endroit plus sûr. Plus fort encore, dans la même veine mais moins réaliste, le constructeur japonais Shimizu a pour projet de construire d'ici 2030 une ville sous-marine carrément, sous la forme d'une immense sphère de 500 mètres de diamètre. 5000 personnes pourraient y vivre. Mais alors là, c'est un budget un peu plus élevé, 20 milliards de dollars. Oui, on compte plutôt sur l'hôtel américain pour l'instant. Pour les séminaires gouvernementaux, c'est pas mal. En sous-marin, ça fera pas trop de bruit. Il ne faut pas être claustrophobe. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas Caro, Alexandre Cara, Alex Taylor et Emmanuel Dutheil.